Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges, où nous vous aidons à décrypter l'essentiel et l'important de l'actualité. Alors cette semaine, comme d'habitude, Edouard, nous allons parler d'international avec le sommet du G7 et le sommet Ukraine que la France, que Emmanuel Macron organise aujourd'hui. Je t'ai demandé qu'on parle un peu plus profondément de la procédure devant la Cour internationale de justice qui a été lancée par l'Afrique du Sud contre Israël, où un certain nombre d'arguments s'échangent, et je crois que au titre de notre conscience humaine, comme on dit, il est important qu'on donne de l'écho à ce qui est tu par le cartel de la presse subventionnée, notamment sur le drame que vivent les populations civiles à Gaza, qui est c'est au-delà du drame, et ça ressemble de plus en plus à un génocide. J'ai utilisé à une époque l'expression ethnocide que je préfère, mais je sais que certains ont dit « Ah, mais c'est quoi un ethnocide ?» Et puis le sujet n'est pas d'avoir une querelle sémantique, mais je souhaiterais qu'on commence tout de suite par le salon de l'agriculture, et ses atermoiements et ses évolutions. Alors, si vous avez lu le Courrier des Stratèges, vous savez que je m'y suis rendu samedi, j'en ai fait un compte-rendu hier. Le salon de l'agriculture a été l'occasion d'une grande agitation. Tout le monde a vu les péripéties d'Emmanuel Macron, de son débat raté avec les agriculteurs, puis finalement repris, mais finalement avorté, les atermoiements autour de la visite de Jordan Bardella, qui a reçu un meilleur accueil qu'Emmanuel Macron dans ce salon très symbolique. Et on assiste aujourd'hui au sujet dont je voulais vous parler, qui est l'espèce de jeu du chat et de la souris entre le prix plancher qu'Emmanuel Macron propose pour sortir de la crise et le protectionnisme que Jordan Bardella propose, lui, de son côté, pour sortir de la crise. Mais commençons d'abord, Edouard, tu vas nous dire ce que tu en penses. Pourquoi, en France, l'agriculture joue-t-elle un rôle aussi symbolique dans les consciences? Et pourquoi tant de Français se reconnaissent, au fond, dans la question des agriculteurs? Oui, Eric, d'abord, je crois que nous avons été pendant longtemps une nation de paysans. Et d'ailleurs, ça a duré plus longtemps que chez d'autres. La révolution industrielle française s'est faite sur quasiment un siècle, alors que en Allemagne, sans parler bien sûr de l'Angleterre à l'origine, elle s'est faite sur une génération. Et l'exode rural est extrêmement lent tout au long du 19e siècle en France, même s'il est réel. Je crois qu'il y a donc cette mémoire qui est très forte. J'ai pas de statistiques sous la main, mais je pense que si on remonte aux grands-parents, aux arrière-grands-parents des actuels Français, on va trouver un nombre de paysans plus important que dans d'autres pays d'Europe. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a... Parmi les grands-parents. Parmi les grands-parents, voilà. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a toute une mythologie de la jacquerie. La jacquerie, donc, on rappelle ce que c'est la révolte paysanne sous l'Ancien Régime, et c'est quelque chose qui s'est mélangé aux épisodes révolutionnaires au XIXe siècle. La Révolution française, il y a des épisodes de soulèvement paysan. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, le vote paysan devient un enjeu pour tous les partis politiques. D'ailleurs, la grande victoire de la République, c'est d'avoir acquis un vote paysan suffisamment conséquent pour pouvoir s'imposer comme régime à la fin du XIXe siècle. Ça fait beaucoup de facteurs, et puis il y avait la politique agricole commune mise en place sous l'autorité du général de Gaulle avec ses partenaires européens, qui était très favorable aux paysans français à l'époque. Bon, et puis regardons la surface de la France par rapport à d'autres pays européens et le nombre de terres agricoles que le pays conserve. Ne sois pas injuste avec les luxembourgeois. Quand j'étais petit, je dérive un peu l'atmosphère. Quand j'étais petit, que je venais en France, je le redis, je ne suis pas naturalisé, je suis français par le droit du sol, mais je ne vivais pas en France. J'entendais les Français dans les années 70 très fiers de dire « nous sommes le grenier de l'Europe ». Et moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de Français se sont construits autour de cette idée qu'ils étaient là pour défendre la terre nourricière. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mythe du petit paysan qui pourrait être
toxique, puisque je vois bien le désamour des Français pour la grande industrie agricole, qui est considérée comme l'horreur absolue, alors qu'elle est exportatrice, et alors qu'au fond, elle rapporte des richesses et au pays et à l'agriculture elle-même. Beaucoup de petits paysans sont dépendants de cette, notamment de cette économie de la mutuelle, si j'ose dire, cette économie de ces fameuses, aide-moi, je suis en train de buter sur des coopératives. Cette économie coopérative qui au fond est une machine qui est pleine de défauts que j'ai beaucoup critiqués, mais c'est vrai que sans la coopérative agricole, beaucoup de paysans en France auraient du mal à s'en sortir. Alors, qu'il y ait des effets secondaires désastreux, nous en sommes tous d'accord, mais est-ce qu'il y a en France un mythe que certains sont en train de réactiver, de vive le petit contre le gros? Oui, alors je pense d'ailleurs, regardons qui construit ces mythes d'abord. Ce sont d'abord les gens qui ont des résidences secondaires. Donc ce sont les gens qui habitent dans les métropoles et qui ont des résidences secondaires. Et donc ils se divisent en deux camps. Le premier, c'est ceux qui regrettent la disparition des petits paysans qui étaient leurs voisins. Ce qu'ils oublient de voir, c'est que souvent il y a effectivement des plus gros paysans qui ont concentré les terres et qui arrivent, tant bien que mal, à survivre, mais qui y arrivent. Et puis il y a l'autre mythe qui est l'écologie. Et l'écologie avec l'idée d'une agriculture qui ne serait pas du tout industrielle, une agriculture de subsistance, la permaculture, enfin toutes ces choses qui sont sans doute estimables et qui peuvent constituer une partie de l'agriculture française, mais qui ne pourront jamais en constituer le tout. Et je crois qu'on a ces deux mythes qui alimentent ce discours auquel on assiste actuellement. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, j'ai fait une vidéo ce matin, un article qui va sortir, regardez-les, sur les sujets en jeu aujourd'hui, parce que si j'écoute les médias, je lis les commentaires sur le site, sur les réseaux sociaux, à nos articles, je vois bien qu'il y a une espèce d'entité un peu, alors, plus ou moins rurale, mais faite d'intellectuels ou de gens diplômés qui ne sont pas paysans mais qui aiment la campagne et qui nous expliquent qu'au fond ce qui se joue c'est l'agriculture de toujours contre le monstre industriel mondialiste. Or, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu, je le redis, au Salon de l'Agriculture, ce n'est pas ce que j'avais vu à Carbone, ce n'est pas ce que j'ai entendu au fil des interviews que j'ai faites des gens qui ont bien voulu me parler, et d'autres que je n'ai pas publiées mais qui me parlent. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a massivement aujourd'hui un rejet contre deux phénomènes. Le premier, c'est l'extrême bureaucratisation de l'agriculture, où il n'est pas possible de vivre sans la PAC, mais accéder à la PAC, c'est passer par une espèce de tunnel avec les chambres d'agriculture qui sont les seules capables de répondre aux dossiers, de remplir les dossiers de demande d'aide de la PAC, de plus en plus compliqués, et c'est facturé 400 € de l'heure. Des normes, 14 normes différentes pour construire des haies. Donc il y a d'un côté une espèce d'écrasement du petit paysan par la bureaucratie qui dit mais moi mon métier c'est pas de remplir des papiers, c'est de faire de la nourriture. Bureaucratie largement française. Largement française et inventée par la France et dont les bénéfices sont captés par des institutions françaises, puisque lorsque les chambres d'agriculture font payer 400 € de l'heure le remplissage d'un dossier administratif, bien, c'est de l'argent inventé par des Français pour faire vivre des institutions françaises, corporatistes, dont j'ai dit beaucoup de mal. Le deuxième problème dont ils parlent tous, c'est l'augmentation fulgurante des prix des intrants, comme on dit, c'est-à-dire des charges de production, des coûts de production, que j'ai illustré ce matin en sortant un graphique très bien fait de l'INSEE qui montre comment, depuis 2020, les prix de la production agricole, donc les coûts nécessaires, l'argent nécessaire pour produire de la nourriture, a augmenté d'au moins 50% en quelques mois. Et c'est à la fois le fait de la désorganisation de la chaîne logistique, conséquence des confinements à l'époque du Covid, et c'est aussi et surtout désormais les conséquences de l'augmentation du prix du gaz et de l'énergie à la suite de la guerre en Ukraine et de la politique de sanctions contre la Russie. Et qu'au fond... Le prix des engrais aussi. Les engrais, en fait, sont largement... Les engrais azotés ont besoin de gaz pour être fabriqués, et donc le prix des engrais azotés est directement lié au prix du gaz, et directement lié à l'embargo qu'on a posé sur
le gaz russe. Et donc, d'une certaine façon, ce qui est en jeu aujourd'hui dans la crise agricole qui se présente, parce que les traités de libre-échange, les questions de protectionnisme, les questions de PAC, ça ne date pas, comme tu l'as dit, d'aujourd'hui ni d'il y a 6 mois, ça date d'il y a 50, 60 ans maintenant. Et donc, si la crise survient maintenant, c'est d'abord parce qu'il y a une flambée du prix du gaz qui a un effet en cascade sur l'ensemble des coûts de production de l'agriculture, et que ni Macron ni Jordan Bardella, mais tu vas peut-être nous dire pourquoi rapidement, ni Macron ni Jordan Bardella n'ont envie de mettre en cause la politique de soutien à l'Ukraine, puisque la solution la plus simple et la plus immédiate pour désamorcer la crise agricole, c'est de renoncer aux sanctions contre la Russie, notamment sur le gaz. Et la solution la plus simple est de négocier un traité de paix avec la Russie pour avoir accès au gaz. On dégonfle la crise agricole en quelques semaines si on fait ça. Pourquoi? Alors Macron, il n'en parle pas, on le sait. Pourquoi Jordan Bardella ne veut pas parler de la question du prix que nous payons dans notre suivisme vis-à-vis des Américains dans la politique en matière d'Ukraine? Parce que Jordan Bardella est persuadé, à tort à mon avis, que pour être respectable et pour finir l'insertion du Rassemblement national dans le jeu républicain, comme on dit, eh bien, il faut absolument être avec les élites, l'establishment, pour la guerre en Ukraine. Je crois que c'est une grosse erreur, d'abord parce que l'establishment va changer et va le prendre à contre-pied dans les mois qui viennent, et ensuite parce que c'est se couper d'une grande partie de l'électorat, et on revient à la question des paysans et des agriculteurs. Je pense que si on leur explique que la France se retire de tout le dispositif de sanctions de l'Ukraine, ce seront les premiers à être contents. Alors on le redit, donc le microcosme parisien, Rassemblement national compris, tendance Bardella en tout cas, vont vous amuser en ouvrant un contre-feu sur le débat entre protectionnisme et libre-échange, prix plancher, pas prix plancher. Il va y avoir cet esbrouf idéologique qui n'occupe que les gens qui ne font pas de l'agriculture. Mais nous, on a une solution pour régler la crise agricole. On supprime les sanctions contre la Russie et on réimporte du gaz russe. Et je crois qu'en quelques jours, il n'y aura plus de tracteurs dans les rues et les paysans retrouveront un mode de vie décent, celui qu'ils avaient en tout cas avant que tout cela ne survienne et ne s'enflamme. C'est l'occasion, puisque nous parlons de l'Ukraine, de dire quelques mots. Il y a eu un G7, Édouard, sur l'Ukraine, et il y a aujourd'hui un sommet sur l'Ukraine organisé par Macron pour aider l'Ukraine et montrer la détermination européenne à lutter en faveur de Zelensky contre le méchant Poutine, quelle que soit l'implication des États-Unis dans cette lutte. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le G7 d'abord, puisque là aussi il est passé sous les radars. Ah ben, là aussi, c'est pas Bardella, là c'est Madame Meloni, qui pendant longtemps a été taxée d'être à l'extrême droite, et donc elle n'était pas fréquentable. Mais là, elle pense avoir acquis définitivement son brevet de respectabilité, puisque c'est elle qui présidait ce G7. Je dirais que c'est profondément triste parce que, au fond, on a des dirigeants européens qui, alors même que, objectivement, sur le terrain, ça va pas bien pour l'Ukraine, et le mieux qu'on pourrait faire, ça serait d'arrêter la guerre, c'est-à-dire de convaincre les Ukrainiens de négocier avec les Russes et de faire en sorte de trouver un règlement. Si ça se fait pas maintenant, ça se fera dans un an, dans de plus mauvaises conditions. Eh bien, ces dirigeants européens sont dans le déni de réalité totale, mais je pense que ça a une fonction de politique intérieure. Ils sont tous en difficulté. Et donc, quelle est la dernière source de leur légitimité? C'est leur soutien par les États-Unis, par l'OTAN, par Bruxelles, et donc ils font allégeance. Moi, c'est l'interprétation que j'ai. On va dire qu'elle est très pessimiste et cynique, mais je crois que quand on a perdu la légitimité auprès de son peuple, eh bien on la cherche là où on peut encore se raccrocher aux branches. Je vais interroger Monseigneur Husson. Est-ce que tu connais le sens de l'expression ni doomy, ni gloomy? Non. Alors, ça a été utilisé, paraît-il, à la conférence de Munich. Tout le monde s'y trouvait doomy et gloomy, c'est-à-dire morose et pessimiste.
Et aujourd'hui, il y a cette théorie au G7 et au sommet de l'Ukraine qui est que nous ne sommes ni pessimistes ni moroses. Pourquoi à un moment donné on a besoin de dire qu'on est optimiste, puisque toi tu es doomy and gloomy, tu expliques l'Ukraine va perdre, tout va mal. Eux disent non, on va gagner. Je regarde ce qui s'est passé à Avdiivka, qui est une grosse défaite ukrainienne, de facto. Je remarque que la ligne de front ukrainienne s'effrite plus vite que ce que même j'avais anticipé. C'est-à-dire, je pensais que les Russes étaient sur leur rythme lent d'avancer. Ils sont toujours sur un rythme relativement lent, sauf que la résistance ukrainienne devient de plus en plus compliquée parce que les hommes sont moins bien formés, parce qu'on a de plus en plus de mal à les recruter, parce qu'il y a eu beaucoup d'officiers ukrainiens tués. Et donc, effectivement, il y a ce pessimisme. Alors, on va faire la méthode Coué. Effectivement, Macron s'était moqué de la poudre de perlimpinpin de Madame Le Pen à une époque, mais enfin, lui, c'est la méthode Coué qui est devenue son sujet favori. Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. C'est cette espèce d'obsession, je suis toujours malade, hein, mais de moins en moins. Cette espèce d'obsession macronienne, mais pas que, on le voit bien en Europe, consiste à dire nous ne voulons surtout pas que Poutine ait l'illusion de gagner la guerre. Pourquoi tant de haine? D'abord parce qu'ils se sont trompés pendant 2 ans et donc ils aimeraient bien effectivement que ça se voit pas trop. La deuxième raison, je pense que là, soyons un peu marxistes, il y a un certain nombre d'intérêts économiques très puissants derrière la guerre d'Ukraine. Il y a d'abord tous les enjeux sur les terres ukrainiennes. On revient à la question de l'agriculture et on sait qu'il y a un certain nombre d'investisseurs internationaux, en particulier américains, qui ont, par des hommes de paille ou pas, racheté 1/3 des terres ukrainiennes. C'est vrai que si la Russie avance trop, c'est pas bon pour les affaires. La deuxième chose, c'est que dans des économies vacillantes, le secteur de la défense devient un secteur de relance de l'économie, et puis c'est une source de profit pour un certain nombre d'industriels, et Macron et les autres écoutent ces gens-là, et ils sont au garde à vous. Bon, je reste quand même persuadé qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. On se dit, mais comment c'est tellement... Parce que, objectivement, tu serais au pouvoir, Édouard. C'est quand même beaucoup plus simple, en termes de construction intellectuelle, de négocier la paix avec Poutine, puisque tout le monde sait que Zelensky, on l'a érigé en prince de vertu, mais tout le monde sait c'est un chef de mafia. Ouais. Personne n'a d'illusion sur le caractère extrêmement corrompu du régime ukrainien. Donc il est quand même beaucoup plus simple moralement, beaucoup plus confortable pour un dirigeant de dire je vais faire la paix avec Poutine plutôt que de lui faire la guerre, sachant que la guerre fait mourir plein de gens. Oui, mais regarde Scholz. Scholz, il a d'un côté ces industriels qui sont très malheureux, et il a de l'autre la réalité la structuration du capitalisme allemand qui est devenu très financier, et avec un certain nombre de fonds internationaux qui tiennent et qui lui disent, ou qui disent indirectement, non, il n'est pas question qu'on recule sur la guerre d'Ukraine. Propriétaires de terres, voilà. Qui sont... Et aussi qui sont actionnaires des grandes entreprises allemandes. Et qui veulent, et la guerre est une source de profit. Peut-être que certains de nos auditeurs, lecteurs vont trouver que je deviens marxiste, mais tu as toujours été, je leur fais une révélation, tu as toujours été. Il faut regarder ces choses-là en face. Crypto. Voilà. C'est Lionel Jospin à droite. Non, me traite pas de trotskiste, s'il te plaît. On va quand même faire des séries sur quelles entreprises gagnent de l'argent avec l'Ukraine, puisque c'est le cas notamment de Total aujourd'hui en France, qui, grâce au commerce du gaz naturel liquéfié, dégage des profits colossaux, et tout ça est fondé sur la guerre en Ukraine. Bon, disons quelques mots, comme on l'a promis, sur Gaza, puisque il y a cette Cour internationale de justice qui se réunit. Alors, on n'aime pas trop en parler, le cartel de la presse subventionnée évite d'en parler, parce que, au fond, le droit international, on aime bien quand il nous profite. Quand il nous contraint, on préfère parler de grands objectifs moraux, qui seraient au-dessus du droit international. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à La Haye, qui on le redit, donc la Cour internationale de justice est un organe spécialisé de l'ONU, et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'ONU c'est monstrueux, la mondialisation, le bidule, le machin, tout ça est terrible. C'est vrai très souvent, mais il y a aussi des avantages, et donc sans l'ONU il n'y aurait pas de Cour internationale de justice
capable de dire le droit dans le conflit israélo-palestinien. Je le redis, souvent, chaque chose est complexe, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. Moi, je suis frappé, j'en profite pour faire une incise, mais je préfère la rabâcher. Je suis frappé par le nombre de commentaires qu'on reçoit des gens qui nous disent « Mais dites-nous qu'on est dans une série Netflix et qu'il y a le bien contre le mal. » La Cour internationale de justice, c'est plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à La Haye ? Alors, il y a eu la semaine dernière un certain nombre de pays qui ont été auditionnés, donc qui ont envoyé des juristes, des avocats, des grands spécialistes du droit, souvent spécialistes d'abord de droit international, et qui avaient à se prononcer sur un certain nombre de questions qui sont ouvertes avec la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël à propos de la Convention sur les génocides. Il y a des problèmes qui sont sous-jacents, qui sont plus fondamentaux, et il y en a un par exemple, qui est très simple, c'est les Palestiniens ont-ils un droit à l'autodétermination et ont-ils un droit à se défendre ? Et c'est un problème qui a été posé à de nombreux pays la semaine dernière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, l'immense majorité des pays qui ont pris la parole ont demandé qu'on se rappelle le droit international et d'abord les résolutions votées depuis des décennies par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-être que le pays qui a été le plus clair dans la formulation des choses, c'est la Chine, et la Chine a rappelé l'importance de la souveraineté des États et a considéré dans la déclaration du représentant chinois, je conseille de la regarder, j'ai fait un article là-dessus dans le Courrier, elle a considéré que Israël étant puissance occupante et à Gaza, et on est en dehors des frontières d'Israël, et bien sûr la référence internationale c'est les frontières de 67, mais même en tenant compte d'annexions plus récentes, mais à Gaza on est très clairement dans un régime d'occupation, et à ce titre-là, a dit le représentant chinois, les Palestiniens doivent faire valoir leur droit à l'autodétermination, et ils ont même le droit de le faire valoir par les armes. Alors, on imagine le séisme, on comprend pourquoi le cartel de la presse subventionnée en France n'en parle pas, parce que ça veut dire que les mouvements combattants palestiniens sont des mouvements de résistants et non pas de terroristes, selon les Chinois. Alors, ce qui est intéressant... Excuse-moi, je te coupe. Oui. Il faut insister sur ce point, c'est que les débats qui peuvent paraître très éthérés dans ces instances ont en réalité une importance capitale sur le langage qu'on peut avoir ensuite. En France, on n'a pas le droit de dire que l'opération du 7 octobre était une opération de résistance, si on le pense ou pas. On est obligé de dire que c'était une opération terroriste. Et en réalité, ce qui se décide à La Haye, c'est le fondement juridique de ce type d'interdit qui existe en France. Ce qui est en train de se jouer à La Haye est à mon avis fondamental. Pendant 30 ans, sous l'influence de l'hégémone américain, de la domination américaine, on a eu une primauté donnée au mépris des souverainetés pourvu que ça serve des intérêts occidentaux, et on a eu finalement l'apologie du droit d'ingérence pour un oui, pour un non, etc. Bon, et là, ce qui se dessine quand on écoute les contributions des pays latino-américains, mais aussi de l'Égypte, de la Chine, de la Russie bien sûr, et de bien d'autres, c'est un monde dans lequel on dit il y a des frontières, il y a des souverainetés, il y a des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à partir de là, on construit l'action politique et les relations entre les États souverains. Je rappelle une conférence de presse du général de Gaulle, un discours qui date de 62. De Gaulle visite des pays africains qui sont en train d'acquérir leur indépendance, et il rappelle que la souveraineté, ça n'est pas le droit de faire n'importe quoi. La souveraineté, c'est exercer ses responsabilités dans un cadre juridique international. C'est au fond ce qui a été dit à La Haye la semaine dernière. Alors concrètement, on en est où de la procédure ? Ça va durer encore des mois et des mois, parce que là on a un débat de fond qui va poser le cadre. Ensuite la Cour va donc voir comment, à partir de là, elle commence à examiner l'ensemble des sujets qui se posent, qui mènent jusqu'à la validité ou pas de la requête sud-africaine. Et le drame auquel nous assistons, c'est que c'est une procédure juridique très longue,
alors que même Israël ne respecte pas les injonctions de la Cour qui lui demande de faire en sorte de respecter les Palestiniens à Gaza. Et il y avait un rapport israélien qui devait être remis au bout d'un mois, qui n'a pas été remis, autant que je sache. En tout cas, on n'en a pas entendu parler. Donc ça, il y a un drame entre le sort concret des Palestiniens à Gaza en particulier, pas seulement, mais à Gaza en particulier, qui sont soumis à la famine, au bombardement, à des menaces d'expulsion, et par ailleurs le droit international qui, dans toute sa majesté, va se réaffirmer, mais à un rythme qui n'empêche pas les gens de mourir à Gaza. Dans la pratique, est-ce qu'il y aura un impact de cette procédure judiciaire? On voit bien qu'il y a un impact intellectuel, un impact juridique, un impact idéologique, mais est-ce qu'il y aura un impact sur le terrain, un impact opératoire au bénéfice des Palestiniens? Alors je crois que le premier impact, c'est que tous les pays de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire les pays qui autour de l'Iran, avec les combattants du Hezbollah, avec le Yémen, avec la Syrie en particulier, se battent actuellement pour essayer de faire reculer Israël à Gaza, directement ou indirectement. Tous ces pays-là se sentent confortés. Ce qui veut dire qu'on va avoir une montée de la lutte, à moins qu'Israël accepte un cessez-le-feu. Mais on sait qu'en ce moment, Netanyahou fait tout pour ne pas aller vers un cessez-le-feu. Et puis qu'il y a un risque d'extension de la guerre au Liban, qui est réel, avec des menaces de plus en plus ouvertes des dirigeants israéliens. Donc, premier impact, ça fait monter la résolution au combat de tous ceux qui veulent essayer d'arrêter Gaza directement ou indirectement. Le deuxième impact, je crois, c'est l'effondrement du prestige occidental dans le monde. C'est-à-dire que, d'ailleurs on le voit bien dans la position française, la France a essayé de défendre un droit d'Israël à se défendre après l'attaque du 7 octobre. On ne sous-estime pas du tout le fait que c'était une attaque armée qui a un droit à se défendre, mais ça ne répond pas à la question des méthodes utilisées à Gaza. Et on voit bien que le représentant français était très mal à l'aise sur le sujet. Donc la position américaine, la position française, la position britannique, elle devient fragile et surtout, au fond, plus personne n'écoute les représentants occidentaux quand ils prennent la parole. C'est ça, je crois, le deuxième impact immédiat, ce qui veut dire que la résolution, à mon avis, va se faire avec les États-Unis, bien sûr, mais largement sans l'Union européenne. Alors, on le redit, je conseille à tout le monde de regarder la vidéo, l'entretien que Thierry Messant nous a donné la semaine dernière, où il explique que, ce que vous savez d'ailleurs intuitivement, c'est que l'opération de bombardement et de blocus de la ville de Rafah, qui est la ville frontière entre Gaza et l'Égypte, que Israël prépare, contre la volonté affichée, est-elle sincère ou pas, on ne le sait pas, contre la volonté affichée des États-Unis, cette opération risque d'être une déflagration humanitaire absolument colossale. Si on n'arrive pas à l'empêcher, c'est-à-dire si les États qui se mobilisent pour obtenir un accord de cessez-le-feu entre les représentants du Hamas et des autres mouvements palestiniens et Israël, s'ils échouent, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir quelque chose d'absolument terrible. Et il y a déjà d'ailleurs des bombardements, même s'ils sont sporadiques, israéliens sur Rafah. Il y a aussi cette situation terrible de la famine qui est réelle, qui a commencé au nord, et avec des Palestiniens qui essayent de fuir vers le sud de la bande de Gaza, et avec des scènes absolument horribles, puisque certains sont pris sous le feu de l'armée israélienne lorsqu'ils essayent de traverser du nord au sud la bande de Gaza. Donc tout ça est très angoissant, et c'est le sujet que nous allons suivre de près dans les 10 jours qui viennent. Alors, on se fait du souci pour les enfants de Gaza. Rejoignez notre groupe Telegram Restez Libre. Il y a déjà plus de 30 000 inscrits. Nous y faisons un sondage pour tester l'intérêt des lecteurs, des participants à une opération d'aide aux enfants de Gaza. Venez voter, rejoignez-les, donnez-nous votre avis sur cette question. Et puis, nous restons mobilisés puisque au-delà de l'information intellectuelle, il y a cet enjeu moral qui est de défendre la conscience humaine aujourd'hui. Il y a un devoir d'humanité, effectivement.
À très vite mes amis, rendez-vous lundi prochain pour le numéro de Chaos